Leader, l'économie par ceux qui la font, présenté par Gérard Bonos. C'est ce soir à 22h30 sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Notez ces 3 rendez-vous à suivre sur Public Sénat. À 18h le journal avec la révélation d'un nouveau sondage IFOP Paris Match Public Sénat sur les régionales en Poitou-Charentes. Ségolène Royal est en position confortable. Également au sommaire, oui ou non, l'arrêt des cours est-il justifié en cas de violence scolaire? Le sénateur UMP du Val-de-Marne, Christian Cambon et Valérie Sultan du SNES débattront. Leader à 18h30, l'invité de Gérard Bonos sera le président d'Eurotunnel, Jacques Gounon. Et puis un face-à-face dans le cadre des régionales. À 19h, le socialiste Pierre Moscovici face au nouveau centre, André Santini. Tout de suite le journal. Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire de ce mercredi 10 février. Voici les titres. Le PS et le cactus Georges Frêche qui s'offre une tournée médiatique parisienne pour exprimer son aversion envers Martine Aubry. À Montpellier aujourd'hui, absence d'accord entre sa rivale socialiste officiellement investie, Hélène Mandroux, et Europe Écologie. Les policiers et les gendarmes s'estiment victimes de calomnie après la mise en cause des gardes à vue dont l'usage est jugé abusif à droite comme à gauche. Une loi pour interdire le bisphénol, cette substance chimique présente dans de nombreux contenants alimentaires tels les biberons. Le Sénat examinera le texte le mois prochain. Plus que jamais sûr de lui, même après des sondages le donnant gagnant et largement gagnant même, Georges Frêche aura ces dernières 48 heures paradé sur tous les plateaux de télévision et devant tous les micros, une véritable tournée au cœur du microcosme, d'abord pour fustiger ce dernier et se présenter comme la voix du peuple, l'occasion aussi pour lui de s'en prendre à sa cible numéro 1, Martine Aubry, même s'il la remercie pour le coup de pub. Nicolas Béard, aujourd'hui, sur les traces parisiennes du président de Languedoc-Roussillon. Deuxième jour de la tournée parisienne de Georges Frêche. Et pour ce véritable marathon médiatique, le pestiféré du PS n'avait qu'un nom à la bouche, celui de Martine Aubry. Dites-lui, je suis prêt à la prendre comme directrice de campagne. Ah oui, à ce moment-là ? Oui, elle est très bien. Elle est très bien. Grâce à elle, je fais la tournée de tous les médias parisiens, mais qu'elle ne compte pas sur les voix du Languedoc-Roussillon pour sa candidature à la présidentielle. Elle n'en avait pas beaucoup, elle en avait 5%, mais maintenant elle en a 0,1%. Et Georges Frêche peut sourire. Tous les sondages le donnent gagnant au premier tour des régionales. 10 points devant la liste UMP de Raymond Coudert, 20 devant la liste PS officielle d'Hélène Mandroux. Une liste qui n'a finalement pas réussi à s'allier avec les Verts pour barrer la route au patron de la région Languedoc-Roussillon. Je m'en moque, comme disait Chirac, ça m'en fait bouger une sans toucher l'autre. Ça ne vous étonne pas donc? Non. Ces deux ahuris, ils sont gentils, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ça m'intéresse pas. Moi, j'ai qu'un adversaire, c'est Coudert, et mon deuxième adversaire, c'est le Front National. 15h, pause café, l'ancien maire de Montpellier répond aux questions des journalistes. Et à un mois du scrutin, Georges Frêche ne se sent pas si boudé par la famille socialiste. Je connais des gens dans toute la France. D'ailleurs, pour ma campagne, j'aurai, parmi les gens qui viendront me soutenir, il y a Vincent Payon, il y a Malek Bouti, il y a Rebsamen, le maire de Dijon, il y a Collomb, le maire de Lyon, il y a Guérini, le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Donc des gens qui viendront me soutenir, il y en a beaucoup. Pas de détour par la rue de Solferino, mais le message est passé. Fin de journée, l'homme fort du Languedoc repart chez lui, satisfait d'avoir semé la zizanie à Paris. Et ce soir, Hélène Mandroux, la maire de Montpellier, regrette l'absence d'accord avec Europe Écologie pour une liste commune dès le premier tour. Le leader régional d'Europe Écologie n'est pas tendre pour le Parti socialiste, affirmant qu'il n'a pas de projet, pas de liste, mais une seule revendication, la tête de liste. Jean-Christophe Cambadélis pour le Parti socialiste dit regretter ce soir une petite faute des écologistes. Des syndicats de policiers réagissent après ce qu'ils qualifient de campagne de calomnie. Le débat qui prend de l'ampleur sur les dérives des gardes à vue, certains envisagent un mouvement de fronde pour gripper, disent-ils, la machine judiciaire. Les enseignants de Vitry-sur-Seine, toujours mobilisés, ils ne reprendront toujours pas le travail demain matin. Ils défileront à nouveau à Paris. Ils ont défilé aujourd'hui, en fin de matinée, devant l'Assemblée nationale pour défendre le droit fondamental à la sûreté de leur établissement. Une délégation a été reçue par des députés communistes, verts et socialistes.
La dernière recommandation de prudence de l'Agence de sécurité sanitaire consiste à demander à ne pas trop faire chauffer les biberons. La proposition de loi qui sera débattue le mois prochain au Sénat est plus radicale. L'interdiction pure et simple du bisphénol, cette substance chimique très présente dans les emballages alimentaires. Alexandra Collineau. Il est un peu partout, dans nos frigos, nos boîtes de conserve et nos biberons. Son nom, le bisphénol A. Ce composé chimique est utilisé dans la fabrication de plastique dur. Problème, il est considéré comme perturbateur hormonal. La molécule serait à l'origine du développement de cancers et aurait un impact sur la fertilité, l'obésité et le diabète. Le Sénat s'empare du sujet. Il examinera le 24 mars une proposition de loi du groupe de Rassemblement démocratique et social européen visant à interdire le bisphénol A dans les plastiques alimentaires. Alors sur le bisphénol A, nous avons de vraies inquiétudes et des questionnements. La proposition de loi finalement sera l'occasion de pouvoir auditionner des experts, des praticiens, pour savoir quelles sont effectivement les connaissances que nous avons aujourd'hui sur ce bisphénol et donc permettre au Sénat de pouvoir se faire une véritable opinion. Dans certains pays comme le Canada, la vente de biberons avec cette fameuse molécule est déjà interdite. Si ce n'est pas encore le cas en France, on ne trouve déjà quasiment plus de tels produits dans les pharmacies. Les mamans généralement connaissent assez bien le problème, sont averties et font leur choix en fonction de la fabrication, c'est-à-dire un biberon qui ne contienne pas de matière toxique ou pouvant amener à une perturbation. Le principe de précaution est donc appliqué par les parents. La ville de Paris a quant à elle décidé de remplacer tous les biberons des crèches d'ici le mois de mars. Nouvelles interrogations sur le sauvetage de Liège. Les pouvoirs publics sont à la recherche d'un plan B après l'annonce d'une reprise de l'équipementier automobile qui semble avoir de la peine à se concrétiser. En effet, le groupe Bernard Krief n'a toujours pas apporté les 15 millions d'euros promis. On se souvient, il y a quelques semaines pourtant, de l'annonce en fanfare du sauvetage de Liège avec côte à côte le ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, et la présidente de Poitou-Charentes, Ségolène Royal. Le gouvernement demande même aujourd'hui à cette dernière de réagir. Cette dernière découvrira dans quelques secondes le sondage IFOP Paris Match Public Sénat qui lui est favorable. C'est le second sondage que nous vous proposons dans le cadre de ces élections régionales. Ségolène Royal donc arriverait en tête si le premier tour des élections régionales se déroulait dimanche dans sa région, Poitou-Charentes. On vous présente cette région et les différents départements qui la composent. Et au second tour, l'IFOP prévoit une large victoire face à Dominique Bussereau. Julie Trassard. Ségolène Royal mène la danse, notre sondage la donne largement en tête dans ces terres du Poitou-Charentes. Au premier tour, la liste PS qu'elle conduit obtiendrait un tiers des voix contre 29% pour la liste du ministre des Transports UMP, Dominique Bussereau. Avec 14% des intentions de vote, Europe Écologie maintiendrait son score des européennes, mais resterait loin derrière Ségolène Royal. La stratégie d'ouverture de la Dame du Poitou, qui a recruté 3 Verts sur sa liste, semble donc lui profiter. En revanche, c'est un coup dur pour le MoDem. 5 de ses membres ont rejoint la présidente de région et la liste du parti de François Bayrou obtiendrait à peine 5% des votes. Le Front National, lui, recule par rapport aux dernières régionales avec 7% et il ne pourrait pas se maintenir au second tour, contrairement à 2004. Les autres listes de gauche sont très éclatées, 5% pour le Front de gauche, 4% pour le NPA d'Olivier Besancenot et à peine 1% pour Lutte ouvrière. Au second tour, l'ancienne candidate à la présidentielle sortirait largement gagnante du duel avec le ministre de Nicolas Sarkozy, recueillant 57% des voix contre 43%. L'isolement apparent de Ségolène Royal au niveau national n'a donc pas écorné son image dans son bastion. Sa popularité reste forte parmi les jeunes et parmi les cadres et les professions libérales. Mais elle mobilise aussi les ouvriers, un électorat qui ailleurs s'est détourné du PS. Son action pour soutenir Liège fait donc recette, de même que sa campagne placée sous le sceau de l'emploi et de l'environnement, les 2 principaux sujets de préoccupation dans la région.
Avec nous, Elisabeth Chavelet, journaliste à Paris Match. Bonsoir. Alors, on l'entend peu, Ségolène, on la voit guère, en dehors en tous les cas de sa région. C'est une stratégie qui semble gagnante pour elle pour l'instant. Pour l'instant, évidemment, d'autant que elle fait quand même 2 fois plus que Europe Écologie, ce qui est pas mal, même plus que 2 fois plus. C'est-à-dire que Europe Écologie ne lui fait pas d'ombre, donc effet Ségolène, puisqu'elle a beaucoup fait, vous savez, pour l'écologie sur le terrain, et que d'autre part, Bussereau, qui est donc quand même président du Conseil général de Charente-Maritime, qui est un homme du coin, quand même. Ouais. Il disait qu'il venait en charentaise, et ben sa position n'est pas très confortable. Ouais. 29%, il fait quand même moins 4 par rapport à la concurrente de 2004 au premier tour. Donc c'est pas très confortable. Montre, ce qu'on savait déjà, c'est qu'elle est quand même très implantée, bien sûr, dans sa région. Elle fait un bon score dès le premier tour, vous le soulignez, Elisabeth, alors que, on l'a vu, il y a quand même de nombreuses autres listes à gauche. Hein. Oui, mais justement, ça c'est ça qui est très bien, enfin qui font des très petits scores. Oui. Elle est quand même, elle fédère quand même les voix de gauche, ça c'est clair. Alors tout de suite, on s'interroge bien sûr sur la suite de sa stratégie, puisque une victoire pour elle aura une incidence forte sur son ambition présidentielle. Oui, alors d'abord, elle fait pas ce qu'on appelait un score à la soviétique, c'est-à-dire qu'elle va pas être gagnante au premier tour, ce qui aurait été un score à la soviétique. Deuxièmement, si vous voulez, elle dit ça me remet en piste donc pour la présidentielle et pour les primaires. Mais là, il faut quand même faire très attention parce que c'est quand même pas du tout la même position qu'en 2004. Hein. Vous vous souvenez, 2004, c'était la Zapatera, la grande star des élections. Elle avait battu la candidate de Monsieur Raffarin, etc. Mais ce qu'on voit là, si vous voulez, c'est que ça va être quand même très très dur pour elle. Parce elle a battu un ministre. Oui, c'est ça. Mais là, si vous voulez, elle a toutes les grosses fédérations qui sont contre elle aujourd'hui pour les primaires. Hein. Les Bouches-du-Rhône, Rhône-Alpes, la Bretagne. Elle a et même en Languedoc-Roussillon, Monsieur Fraîche, qui est son grand soutien, son soutien à elle, Monsieur Bianco, le soutient pas. Donc ça va être très très dur. Et puis c'est pas comme en 2004, parce que si vous voulez, elle avait un monopole, un boulevard en 2004. Là, il y a de la concurrence. Elle a quand même Martine Aubry, qui existe. Qui pourra revendiquer peut-être une bonne victoire électorale également au soir du second tour des régionales. Exactement, qui pourra revendiquer. Elle a François Hollande qui va passer ses bouffées une deuxième fois. Donc là, vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, finalement, c'est pas... Elle a quand même prévu d'utiliser sa victoire éventuelle comme une rampe de relancement, j'ai envie de dire. Non, quand mais même, comme une rampe de relancement, d'accord, mais avec des faiblesses. Vous avez vu qu'aujourd'hui, elle est seule. C'était pas du tout en 2004, elle avait tout le monde autour d'elle qui la portait. Là, elle est seule, elle a plus de mouvement, elle perd tout le monde la quitte, etc. Donc, il va falloir qu'elle fasse des trésors d'inventivité pour se remettre en scène. Sur le plan national. Sur le plan national. Mais sans nul doute qu'on l'entendra très vite à l'issue du second tour des élections régionales et qu'elle pourra se replacer, elle tentera de se replacer dans le jeu, même si effectivement, vous le rappelez, on l'a dit, assez isolée. Donc on s'attend effectivement à ce qu'elle existe. Très bien. La semaine prochaine, un nouveau sondage dans Paris Match avec Félix Sénat. Un sondage national cette fois. Et après ça, je pense que ça sera PACA. Région avec PACA, où nous sommes d'ores et déjà cette semaine. Merci beaucoup, Elisabeth Chavelet. Tous ces chiffres, vous les retrouvez bien sûr dans l'édition de Paris Match qui paraît demain. La sécurité, justement, refait un retour en force dans l'actualité de cette campagne des régionales. Nouvelles mesures législative, vous le savez, défendue par Brice Hortefeux, examen au Sénat d'un nouveau délit d'intrusion dans les établissements scolaires. Le sujet s'invite donc dans la campagne, les collectivités locales ayant la tutelle des lycées. Avant d'accueillir nos deux invités pour en débattre, le reportage dans la région PACA de Pierre Bonne-Joseph. L'un des aspects du volet répressif mis en œuvre à Nice, le couvre-feu pour les moins de 13 ans dans certains quartiers et certains soirs de la semaine. 22h30, départ de la patrouille. Depuis décembre dernier, tout Niçois de moins de 13 ans dans la rue après 23h doit être raccompagné chez lui. C'est très très rare lorsqu'on croise un mineur au centre-ville à cette heure-ci. Là, vous êtes au niveau de la promenade des Anglais. Mais pour l'heure, l'arrêté municipal n'a jamais été appliqué officiellement à cause du froid. Dans les faits, est difficile pour la police municipale à qui la loi interdit de vérifier les identités, d'opérer des contrôles. Premier regard comme ça, vous ne pouvez pas déterminer s'il est majeur ou mineur. Alors, chacun sa technique. Depuis des années qu'on fait la nuit, on commence à savoir qui plus ou moins est majeur, qui plus ou moins est mineur. C'est une simple mesure de bon sens. Ici, elle a été très bien comprise et elle aide les familles en difficulté à mieux garder les enfants à la maison. On est sur le quartier Notre-Dame.
un nouveau parking qu'on vient de sécuriser. Nous sommes au PC de sécurité. À la fin de son mandat, le maire de Nice, Christian Estrosi, aura triplé le nombre de caméras. Première ville de France à s'être dotée d'une police. Dans les années 60, Nice n'en finit pas de lutter contre l'insécurité. L'idée, c'est que la peur change de camp et que les voyous sachent très clairement que s'ils commettent des méfaits sur la voie publique, ils ont de très fortes chances d'être enregistrés par des caméras. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais bon, c'est par mesure de sécurité, mais parfois c'est un peu extrémiste, je pense. Je me sens en sécurité, disons. On n'est pas la banlieue parisienne, certains quartiers de Londres. Je crois que sur Nice, on peut se faire élire en faisant croire aux gens qu'ils sont menacés dans leur sécurité du soir au matin et du matin au soir. Avocat de profession pour Joseph Ciccolini, la lutte contre l'insécurité devrait se concentrer en priorité sur un autre type de délinquance. Au plan économique, qu'est-ce qui fait du mal aujourd'hui sur Nice? Ce sont les marchés truqués, ce sont j'allais dire, des liaisons dangereuses qui ont pu exister entre monde politique et monde mafieux. Ça, c'est le véritable problème. Alors, l'insécurité est thème de campagne porteur ou réalité? À en croire les chiffres, Nice serait la deuxième ville de France en termes de criminalité. Sauf qu'avec 6 millions de touristes, les statistiques ne veulent plus dire grand-chose. En été, la population est multipliée par 3, à rapporter au nombre de délits la moyenne chute. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est l'une des villes les plus surveillées. Voilà, et nous abordons maintenant la question de l'insécurité dans les établissements scolaires. Oui ou non, l'arrêt des cours est-il justifié en cas de violence ? Nos deux invités, Christian Cambon, bonsoir. Vous êtes sénateur UMP du Val-de-Marne et Valérie Sultan du SNES. Vous appartenez aux instances dirigeantes du SNES, oui, mais vous êtes également basé à Créteil. Donc... Et je suis aussi secrétaire général du SNES de Créteil. Et vous connaissez donc bien, tous les deux, la situation dans ce département. Les enseignants de Vitry-sur-Seine, donc, ont défilé aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Ils ont manifesté pour rappeler leur droit fondamental à la sécurité. J'imagine que jusque-là, tous les deux, vous êtes d'accord. Monsieur le sénateur. Oui, tout à fait. Bien sûr. Mais peuvent-ils se prévaloir de leur droit de retrait pour ne pas reprendre les cours, alors que, je le rappelle, l'agression d'un élève violente au couteau remonte à mercredi dernier, Monsieur Cambon? Écoutez, le droit de retrait est un droit statutaire. Simplement, il est encadré dans des dispositions qui sont tout à fait précises. Dans ce cas-là, alors, est-ce que vous estimez qu'ils peuvent toujours le mettre en avant pour ne pas reprendre les cours? Personnellement, je ne le pense pas. Je pense qu'actuellement, il se manifeste par le droit de grève, qui est aussi un autre droit qui est tout à fait reconnu, mais le droit de retrait est une disposition tout à fait particulière qui vise les cas où un danger physique peut être encouru par les fonctionnaires, les enseignants en l'occurrence. Donc je pense qu'on n'est plus dans le droit de retrait, mais on est dans le droit de grève. Valérie Sultan. Le droit de retrait concerne, les textes le disent, tout ce qui est danger grave et imminent. Mais il ne faut pas confondre imminent et immédiat. Le danger n'est pas forcément immédiat, mais imminent, ça signifie aussi un danger qui est susceptible de se produire dans un avenir proche. Donc vous savez, en ce qui concerne ce lycée de Vitry, les situations de violence sont fréquentes et donc ça justifie effectivement, parce qu'il y a un ras-le-bol vraiment des collègues dans cet établissement, un arrêt du travail, oui. Comment est-ce qu'on sort de cette situation? Il y a un dialogue de sourds entre le ministre, qui a quand même reçu hier les enseignants de ce lycée. Comment est-ce qu'on sort de ce dialogue de sourds et de ce blocage? Déjà, il faut bien revenir sur l'origine de ce triste événement. Comme vous le dites, madame, il y a eu beaucoup d'incidents. Adolphe Cherriou, on connaît bien cet établissement. J'ai été vice-président de la région. Il y a déjà une quinzaine d'années, nous avions déjà des préoccupations sur Adolphe Cherriou. Il y a là un cas, du reste, de brouillage administratif, puisque le conseil général et le conseil régional, dans le cadre de la cité scolaire, sont tous les deux responsables. Il y a eu un diagnostic de sécurité qui a été fait, et il devait y avoir des mesures anti-intrusion qui n'ont pas été financées et qui viennent de l'être décidées cette semaine. Vous renvoyez la balle du côté des collectivités locales, alors? Non, je crois que nous sommes tous concernés. Il n'y a pas une réponse unique, ça se serait depuis longtemps. Mais si vous voulez, je crois que là, il faut effectivement que les collectivités territoriales, le conseil général et le conseil régional s'accordent pour réaliser les équipements anti-intrusion qui sont absolument nécessaires. Déjà, c'est un premier point. D'interlocuteur, d'accord. Est-ce que vous vous trompez d'interlocuteur, Madame Sultan? Donc, est-ce qu'il faut vous adresser au président de région plutôt qu'au ministre? Moi, je pense que là, on a affaire à un faux débat, au sens où
la question de la violence. Multiplier les clôtures, les barrières, tout ce genre de choses, ainsi que les caméras. C'était une bande extérieure quand même qui a pénétré dans le lycée. Or, continuer, s'il vous plaît. Bien sûr. Multiplier les barrières et les caméras, pour nous, c'est un constat d'échec, étant donné que la vraie éducation, les barrières, elles doivent se trouver à l'intérieur de la tête de nos élèves. C'est l'éducation qui construit ça. Et ce sont des barrières éthiques, morales, ce sont des barrières intellectuelles, ce sont des barrières psychologiques qui font qu'à un moment donné, on ne passe pas à l'acte. Et si ces barrières ne sont pas construites, ou en tout cas ces obstacles au passage à l'acte ne sont pas construits dans les têtes, on pourra multiplier tant qu'on voudra les barrières à l'extérieur. Ça sera un constat d'échec. Alors cela dit, je précise tout de même qu'on a affaire ici à un établissement, vous le savez, qui est situé dans un parc, qui a quasiment 52 entrées. Et cela dit, c'est vrai que pour des questions de sécurisation, on peut justifier pour cet établissement-là qu'effectivement, parce que les collègues demandent à minima une clôture. Maintenant, ça ne résoudra pas les problèmes sociaux qui sont énormes et qui font que de toute façon, vous savez, Luc Châtel a dit l'autre jour, on ne peut pas mettre un surveillant derrière chaque élève. C'est vrai, mais nous aussi on le dit. Donc cela dit, la multiplication des surveillants, on ne peut pas en mettre un derrière chaque élève, mais le personnel humain est essentiel pour favoriser la mission éducative. Et donc, moi, j'estime que ce que dit Luc Châtel, la première chose qu'il devrait faire, c'est écouter les enseignants qui n'en peuvent plus et dont le mouvement est justifié. Moi, je rejoins tout à fait Madame Sultan sur le point qui consiste à dire ces problèmes de violence à l'école et singulièrement dans les lycées, c'est aussi dans les têtes que ça se règle. C'est une question d'éducation, de formation, de concours des parents aussi, qui est un point très important, les parents dont on parle très peu dans ce sujet. Là où je diverge. Qu'est-ce que vous attendez des parents? Mais je crois que dans les initiatives, par exemple, qui sont proposées dans les contrats responsabilité parents, je pense que dans le comportement d'un enfant à l'école, les parents doivent être impliqués, les parents doivent être partie prenante. Ils ne sont pas d'ores et déjà dépassés par les violences des élèves. J'en ai un peu assez des discours incohérents qui sont en permanence donnés aux parents à qui on prétend qu'ils doivent être responsables par rapport à leurs enfants. C'est peut-être vrai, mais d'un autre côté, vous avez... Alors écoutez, moi j'entends un discours, il faut travailler plus pour gagner plus. Mais le parent qui travaille plus, il travaille plus, donc il rentre chez lui à 19h, 20h, 21h, 22h, et après on lui dit « Ah mais vous êtes un parent démissionnaire, on va vous couper les allocations ». Alors à un moment donné, il faudrait être un peu cohérent. C'est-à-dire que si les parents se retrouvent dans des situations absolument dramatiques, comment voulez-vous qu'en même temps, ils puissent s'occuper de leurs enfants? Ce discours est incohérent, les enseignants en ont assez. À partir du moment où on fabrique une société fortement inégalitaire, on ne va pas ensuite passer son temps à se lamenter sur les dégâts que cela engendre. Vous pensez que si les parents n'arrivent pas à s'occuper de leurs enfants, c'est qu'ils travaillent trop? À un moment donné, il y a plein de choses qui se multiplient ici. On ne peut pas tenir la politique du pompier pyromane, c'est-à-dire ils passent leur temps à supprimer des postes et ensuite ils disent « Ah bah oui, voyez bien, le service public, ça ne marche pas, il faut privatiser ». Vous voyez bien qu'ici, il y a une logique qui est totalement cynique et dont il faut sortir. Alors je pense qu'il y a plusieurs affirmations qui sont contestables. D'abord, c'est pas une question de quantité de travail des parents. Il y a malheureusement des enfants qui sont en grande difficulté, dont les parents sont demandeurs d'emploi et restent chez eux toute la journée. Donc c'est pas du tout une question de travailler plus pour gagner plus. Ça, c'est un langage tout à fait politique que je peux tout à fait accepter, mais qui n'est pas la réalité. Deuxièmement, en ce qui concerne la multiplication des postes d'enseignants, je rappelle quand même que le ministre a annoncé rien que pour 2010 5000 surveillants supplémentaires, plus des équipes de sécurité à raison d'une par établissement. Vous l'avez dit très justement, on ne va pas mettre un surveillant derrière chaque enfant, ils sont 1500, rien que pour Chériou. Alors vous voyez ce que ça signifie. Je pense que ce discours est difficilement recevable, étant donné qu'on est dans une démarche où il y a 16 000 postes supprimés, et si on regarde ce qui se passe sur les années précédentes... Sur 1 million 100 000, le taux de postes supprimés devient absolument démentiel. Plus d'1 million de personnes. Je ne pense pas qu'on puisse tenir ce genre de discours aux enseignants. Je crois que la meilleure chose à faire pour les enseignants de Vitry, c'est de commencer par les écouter. Alors, on les écoute, ils vont à nouveau défiler dans la rue demain à Paris. Vous appelez une manifestation d'envergure, d'ailleurs, avec d'autres enseignants qui protestent dans la banlieue est de Paris. Quelles sont les motivations pour mardi, on avait quand même 45 établissements en grève. Et là, le mouvement est en train de s'amplifier parce que la suppression de postes, les suppressions de moyens, la violence, tout ça c'est lié. Et puis derrière, on a aussi d'autres sujets comme la réforme des lycées, mais aussi la formation des maîtres. Je voulais préciser ça quand même. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Vous ne mettriez pas un pilote d'avion dans un avion s'il n'a jamais piloté. Vous ne donneriez pas un malade à opérer à un chirurgien
collégien qui n'a jamais opéré. Par contre, il n'y a aucun problème pour mettre devant les élèves des enseignants qui n'ont jamais enseigné. Et ça va augmenter la violence, parce que cet enseignant, outre la souffrance terrible qu'il va ressentir de se retrouver pendant 18 heures devant des classes, le chahut, les insultes, il va se retrouver dans une situation... Toutes les revendications seront martelées demain sur le pavé parisien. Que cet enseignant va subir, elle va essaimer sur les classes autour, sur la cour de récréation, sur les couloirs. Et donc, ce sont des établissements entiers qui vont être déstabilisés par ça. Donc, ça sera une souffrance terrible pour l'enseignant qui va se retrouver dans cette situation. Et ça va être grave pour les enseignants qui seront et les élèves qui seront autour. Parce que qui est sacrifié dans cette affaire? Ce sont les élèves. Et je rappelle quand même que les élèves, c'est tout simplement ceux qui vont nous remplacer plus tard et qui seront beaucoup de revendications et avec le risque manifestement que les conflits fassent tache d'huile. Écoutez, je pense pas que c'est... Est-ce que vous estimez que le ministre devrait apporter une autre réponse? Non, pas du tout. Je pense qu'on doit sortir de la logique du toujours plus de postes. Nous sommes le pays qui a les effectifs les plus importants d'Europe en matière d'éducation nationale. Je ne vois pas pourquoi on devrait en avoir plus pour des résultats tout à fait identiques à ceux que l'on constate dans d'autres pays. Je pense que le fait de manifester... on est aussi en période des élections régionales, donc tout ceci a aussi un petit impact. Je pense personnellement qu'il n'y a pas de solution absolument idéal, ça se saurait. Les portiques, c'en est une. Des fermetures autour des lycées pour éviter l'intrusion. C'est quand même invraisemblable que les lycées puissent être franchis, les limites des lycées puissent être franchies par des bandes extérieures et armées. Et vous êtes pour un nouveau délit d'intrusion dans les établissements scolaires. Il va être débattu, cette proposition va être débattue au Sénat dans quelques jours. Je crois dès demain à l'Assemblée nationale, il va y avoir des dispositions très lourdes, pénales, qui vont empêcher l'intrusion. L'école, c'est sacré. On ne doit pas mettre en cause la sécurité de nos enfants. La semaine dernière, il y avait des armes blanches au lycée Darius Milhaud du Kremlin-Bicêtre. Il faut arrêter ça quand même. Qu'est-ce que vous pensez du recours à la loi? Premièrement, l'école n'est pas hors du temps et hors de l'espace et elle a une influence sur la société, mais la société a aussi une influence sur l'école et on vit dans une société qui est extrêmement violente. Et si on parle de violence, eh bien moi j'ai envie de parler de la violence de la politique de Luc Châtel envers les fonctionnaires et envers les élèves. Ça, c'est pas de la violence peut-être. Par ailleurs, ce que vous avez dit sur le toujours plus de moyens, eh bien écoutez, je suis désolée. Moi, je suis au SNES. Ça fait longtemps que je me bats plus pour avoir plus de moyens. Je suis en train de me battre pour arrêter enfin d'en avoir moins. Ce n'est pas du tout la même chose. Très bien, on a compris que vos positions n'étaient pas réconciliables ce soir. À suivre. Merci en tous les cas d'avoir participé à ce débat. Christian Cambon, restez encore avec nous 2 minutes, puisque toute autre chose, le Sénat va examiner demain votre proposition d'aide aux familles en difficulté quand ils reçoivent les factures d'eau. C'est bien cela. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors, vous savez que la facture d'eau représente malheureusement de plus en plus une charge très importante pour les familles. Pendant longtemps, la facture d'eau s'était considérée comme un coût assez dérisoire et maintenant, du fait de l'augmentation des normes, du fait des problèmes d'environnement et de pollution, les familles payent jusqu'à 300, 400, 500 euros en région Île-de-France en matière de... Vous préconisez un tarif social comme ça existe pour l'électricité? Voilà, ma proposition est très simple. Elle doit permettre aux opérateurs d'eau, c'est-à-dire soit des régies, soit des services délégués, d'alimenter un fonds de solidarité qu'à l'initiative des maires, on va pouvoir distribuer à des familles qui sont en difficulté. Donc un peu de moyens supplémentaires pour payer la facture d'eau. On le faisait pour l'électricité, on le faisait pour le gaz. On n'avait pas le droit, la loi l'interdisait de le faire pour l'eau. Demain soir, le Sénat montrera qu'il est aussi attentif à ces évolutions et j'espère que cette proposition de loi sera votée comme elle a été en commission des affaires économiques où elle a été votée à l'unanimité. Il y a quand même des critiques à gauche sur votre proposition. Certains estiment que c'est une mesure qui pourrait faire le jeu des grands opérateurs. Par exemple, on cite Veolia. Non, absolument pas, puisque c'est un fonds qui va être constitué par la décision des élus. On le fait, vous le savez, sur le plan international. La loi Oudin-Santini permet de dégager 1 centime par mètre cube. Et bien, ce que je veux, c'est qu'on fasse la même chose pour nos concitoyens. Moi, dans ma ville, à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, il y a des familles qui sont en difficulté, y compris pour faire face à des factures de cette importance. Eh bien, c'est rejoindre ce que disait Madame Sultan, c'est aider les familles à reprendre pied, les aider à payer leurs factures d'eau, c'est pas rien. Bon, je ne sais pas si Madame Sultan a une opinion sur les factures d'eau, mais enfin, elle hoche la tête. En tous les cas, vous espérez demain... C'est un premier pas. Jusqu'à présent, la tarification sociale de l'eau, on faisait des colloques, on faisait des réunions. Demain, on va entrer dans le vif du sujet. Bon, très bien. On verra s'il y a unanimité, car je le rappelle, quand même, il y a des critiques qui se font jour sur votre proposition. C'est une première étape et on pourra certainement faire mieux. Le Grenelle 2 de l'environnement ira certainement plus loin. Mais là, le Sénat entre dans les actions pratiques.
Très bien, merci une fois de plus à tous les deux d'avoir participé à cette édition du 18h. À suivre, je vous le rappelle, Leader et Gérard Bonos accueille le président d'Eurotunnel, société en certaines difficultés, Jacques Gounon, et puis un face-à-face dans le cadre des élections régionales à 19h, puisque je recevrai le socialiste Pierre Moscovici qui sera en face de André Santini, qui est tête de liste pour les listes de la majorité dans le département des Hauts-de-Seine à 19h donc. Public Sénat vous fait vivre les élections régionales. Chaque semaine, dans le 18h et le 22h, vous découvrirez une région à travers des reportages sur la campagne et les grands dossiers. Et chaque semaine, un sondage exclusif avec l'IFOP et Paris Match. Le mercredi, Michel Grossior animera des face-à-face entre les principaux candidats, sans oublier les principaux meetings des groupes politiques toujours en direct. En attendant les grandes soirées électorales des 14 et 21 mars, les élections régionales, ce sont des débats, des directs et des reportages, toujours sur Public Sénat. L'homosexualité est toujours interdite dans 77 pays de la planète. Dans 7 d'entre eux, elle est passible de la peine de mort. Être homosexuel, notamment sur le continent africain et dans les pays arabes et musulmans, relève bien souvent du calvaire. Et c'est l'un des thèmes de Parole du Monde cette semaine. Parole du Monde, c'est un tour d'horizon de l'actualité internationale. Jeudi à 23h sur Public Sénat. On ne pouvait naître sous de plus mauvais auspices en imposant qu'une des plus importantes infrastructures de l'histoire soit uniquement financée par des fonds privés. Pour pousser le thatchérisme jusqu'à l'outrance, on l'a mis en bourse. Alors pas étonnant dès lors que le groupe ait vécu une longue partie de son existence entre galères et psychodrames, et sans compter quelques margoulins qui ont voulu profiter du désespoir de petits actionnaires. Jusqu'à l'arrivée de ce polytechnicien ingénieur des ponts venu de l'industrie et qui a calmé le jeu. Alors, sous ses airs affables, en fait, il a mis au pas créanciers gourmands et pouvoir public prégnant, faisant d'Eurotunnel une entreprise comme les autres, ou presque comme les autres. Jacques Gounon.